Hello, est-ce que vous allez bien? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite chronique fauconesque. Je crois qu'il est donc le temps de parler de ces livres. Parce que oui, en février, j'ai eu le temps de découvrir d'autres ouvrages à côté du Cold Winter Challenge, pour lequel d'ailleurs il faut que je vous filme le bilan. Et j'ai découvert quelques ouvrages sympas, dont des classiques de l'imaginaire et de la littérature que je n'avais encore jamais lus. Mais pas que, il y a aussi des livres que j'ai pas beaucoup vu passer sur Booktube. Donc on a une autobiographie romancée d'une jeune esclave qui a été enlevée au Soudan dans sa jeunesse et qui va lutter pour retrouver sa liberté. On a un classique de la littérature un peu noire, un peu thriller psychologique absolument génial et envoûtant que je vous conseille 1000 fois. On a autre registre, un classique de la littérature de l'imaginaire avec le premier tome des Annales du Disque Monde, hyper léger, hyper drôle, hyper déjanté, vraiment vous avez jamais rien lu qui ressemble à ça. Et enfin on a l'histoire, l'enchevêtrement de 12 destins, de 12 femmes qui ont lutté pour leur liberté, qui ont lutté pour leurs valeurs, avec toutes les questions d'identité, de race, de classe, de féminisme que ça peut engendrer, et ça c'était vraiment chouette aussi. C'est parti, vous me suivez? On va commencer avec le moins original de tous, puisque j'ai lu La 8e couleur de Terry Pratchett dans ses superbes éditions La Talente que j'ai trouvé sur Momox d'occasion. Et donc c'est le premier tome des Annales du Disque Monde, donc La 8e couleur. C'est assez difficile de vous faire le résumé de ce livre, et je pense que ceux qui l'ont lu savent un peu pourquoi. Il y a énormément de choses qui se passent. En fait c'est plus une succession de péripéties qu'une histoire à part entière, vraiment avec un fil rouge. Concrètement le monde, c'est une tortue géante qui nage dans l'univers comme si c'était un océan, mais un océan d'étoiles. Il y a un disque qui est supporté par 4 éléphants. Et voilà, c'est le disque monde, c'est là où évoluent nos personnages. Oui, vous avez bien entendu, du coup il y a l'univers, une tortue géante, on sait pas si elle est mâle ou femelle, 4 éléphants sur cette tortue géante, et le monde du disque monde sur ces éléphants. Si ça c'est pas déjà what the fuck. Et donc De Fleur arrive d'une contrée lointaine et il veut faire le touriste. En fait il veut visiter, il a entendu des aventures à propos du disque monde, il a entendu plein d'histoires sur les héros, des bagarres, la manière dont les gens vivaient. Lui il veut expérimenter ça, et dans une taverne il va rencontrer un peu par hasard le mage Rincevent, qui est un mage un peu nul puisqu'il connaît qu'un seul sort qui a pris possession un peu de son corps, qu'il a encore jamais utilisé, et apparemment s'il le faisait ça ferait des ravages. Et donc les deux vont un peu par défaut devenir compagnons de route, puisque Rincevent va devoir accompagner De Fleur dans toutes ses activités touristiques, et on va suivre un peu leurs péripéties. Vraiment ça va hyper vite. Chaque chapitre quasiment il se passe quelque chose de nouveau, il arrive plein d'aventures rocambolesques, c'est abusé à quel point Terry Pratchett a une imagination débordante. Il réinvente plein aussi d'outils qu'on connaît. À un moment je vous laisse découvrir mais c'est assez drôle. Il réinvente un peu la manière dont fonctionne un appareil photo par exemple, c'est vraiment très drôle. Et De Fleur est sur beaucoup de points une caricature un peu du monde des humains. Il y a en fait quasiment que de l'action. On ne connaît pas encore grand chose sur le disque monde, parfois il y a des mini bribes d'informations qui sont lâchées comme ça par Terry Pratchett, mais c'est tellement minime et c'est sur quelque chose de tellement imaginé et qui a absolument aucun lien avec la manière dont notre propre monde peut fonctionner actuellement, que c'est un peu difficile de se souvenir de tout et de vraiment visualiser tout ce dont il parle. Donc parfois on peut être un peu perdu parce que ça va vraiment dans tous les sens. Mais Rincevent est hyper drôle, il est un peu désabusé comme ça, un peu cynique par rapport à la vie, et face à lui il y a De Fleur qui au contraire est trop naïf, il comprend rien à ce qui lui arrive. C'est hyper rigolo de les suivre ensemble et de voir leurs deux caractères un peu se confronter, se tirer vers le haut, parfois vers le bas. Mais il faut une bonne équipe, et donc je pense qu'on va continuer à les suivre dans les autres annales. Clairement il y a 38 tomes, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose qui est développé dans celui-ci. Mais si vous cherchez un peu un livre d'imaginaire qui est léger, qui est rigolo, qui se lit facilement quand vous êtes un peu fatigué, qui va vous faire passer un bon moment, franchement essayez les Annales du Disque Monde. Il n'y a pas grand chose à en dire à part que c'est vraiment très drôle, c'est du Terry Pratchett, donc si vous en avez déjà lu, vous savez à quel point c'est barré et déjanté. En plus je sais qu'ils sont sortis en poche aussi, sur des aussi très jolies éditions, donc vous pouvez vous les procurer pour moins cher que ces grands formats là. Donc j'ai très hâte de lire la suite de cet univers un peu cocasse et fantastique qu'a pu créer
Terry Pratchett. J'espère qu'on va en apprendre plus et que le disque monde va être un peu plus développé dans les ouvrages suivants. Mais en tout cas, c'était une super belle découverte et je suis contente d'avoir lu ce classique de la littérature de l'imaginaire. Alors on va changer totalement de registre puisque je vais vous parler de Bakita de Véronique Olmy et on n'est pas du tout sur un mood similaire. C'est-à-dire que là, on est plus sur une lecture que vous avez besoin de poser de temps en temps parce qu'on va parler de choses qui sont très dures et on va parler de choses qui sont horribles et qui malheureusement ont eu lieu puisqu'on va retracer toute la vie de Bakita de son enlèvement à Darfour quand elle avait 7 ans il me semble jusqu'à son arrivée en Europe et la manière dont elle va évoluer là-bas. J'ai pas envie de vous dire, même si c'est inspiré d'une histoire vraie et que clairement vous avez juste à aller sur Wikipédia pour découvrir sa vie, j'ai pas trop envie de vous expliquer comment sa vie va évoluer puisque moi je ne savais pas du tout. En fait j'avais ce livre dans ma palle qui m'avait intriguée à un moment je pense de ma vie et je l'ai ouvert sans plus savoir de quoi ça parlait et sans savoir que c'était une histoire inspirée de faits réels et inspirée de la véritable existence de quelqu'un et donc j'ai bien aimé découvrir au fur et à mesure tous ces faits réels, même si clairement la 4e de couverture vous dit absolument tout, donc si vous préférez vous laisser porter, peut-être ne la lisez pas. Je tiens à prévenir que toute la première partie du livre traite de la vie de Bakita en Afrique, donc son enfance et la première fois où elle est enlevée par des hommes pour être vendue en tant qu'esclave, et elle va subir mais vraiment des horreurs, des souffrances qui sont hors normes, et elle avait genre 7 ans et elle va subir ça jusqu'à l'adolescence. C'est très dur à lire, c'est vraiment très dur à lire. Il y a des moments où j'ai posé le livre et où j'ai fait des pauses parce que il y a des scènes qui sont vraiment difficiles. Même si Véronique Olmy elle les décrit bien, elle omet pas beaucoup de choses. Il y a vraiment énormément de choses qui sont décrites sans que ça soit du voyeurisme, mais simplement parce que c'était la condition des esclaves en Afrique. Et donc Bakita elle va être vendue comme esclave à des Africains, elle va être vendue comme esclave à des Arabes qui jouent un grand rôle sur le marché de l'esclavagisme à l'époque, elle va être vendue comme esclave à des Italiens, elle va passer de main en main dans son enfance comme ça, avec des maîtres plus ou moins sympas et vraiment on est beaucoup plus sur le moins que sur le plus. C'est vraiment difficile à lire ce qu'elle va subir comme maltraitance physique, ce qu'elle va subir comme maltraitance psychologique et comprendre la manière dont elle va se développer en soumission totale dans son esprit, la manière dont à chaque fois elle va lutter et voir d'autres esclaves mourir autour d'elle, mais elle avoir cette petite flamme. À chaque fois elle va se raccrocher à quelque chose de spécifique, juste un détail pour tenir et à chaque fois elle va survivre. Elle a cet instinct de survie qui est incroyable jusqu'à ce qu'elle soit vendue à l'Italien et qu'elle le supplie de l'emmener en Italie où elle va ensuite continuer sa vie en Europe. Et donc toute cette partie est vraiment, voilà, comme je le disais, très difficile à lire parce qu'on va parler vraiment d'atrocités qui sont relatives à l'esclavagisme et voilà, des atrocités qui en plus sont faites sur une enfant, donc c'est encore pire, même s'il n'y a pas de hiérarchisation à la douleur, ça fait quand même hyper mal au cœur de lire ça. Et là vous vous dites peut-être Mathilde, j'ai pas signé pour ça, moi j'ai signé pour du contenu divertissant, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça arrive parfois, ça arrive qu'il y a des livres qui soient moins réjouissants que d'autres. Ça n'empêche pas qu'ils sont très utiles. Mais si ça vous intéresse, accrochez-vous puisque toute la seconde partie du livre est dédiée à la vie ensuite de Bakita et à sa reconstruction. Elle va trouver une manière d'être heureuse loin de chez elle, loin de sa famille, puisqu'elle a été enlevée, elle ne peut pas retrouver sa famille, elle ne connaît même pas le nom de son village, elle ne connaît pas le nom de sa mère, elle s'en souvient pas. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est trouver la paix après tout ce qu'elle a subi. Et donc toute cette deuxième partie est consacrée à sa reconstruction, sa reconnexion avec elle-même, retrouver qui elle est, retrouver d'où elle vient. Et c'était hyper touchant, j'ai adoré cette partie-là, beaucoup plus que la première. La première, elle était très impactante, elle était touchante, et je me dis que c'est nécessaire aussi d'avoir ce genre de témoignage pour savoir que c'était une forme de réalité et que ces choses-là se sont passées, mais c'était vraiment dur à lire. Donc heureusement que le livre est pas comme ça tout le long, parce que je pense que sinon j'aurais pas tenu. Mais la deuxième partie est hyper bien, et en plus il y a beaucoup de connexions avec des événements historiques, et notamment la Seconde Guerre mondiale, et donc on en apprend beaucoup. Il y a une très grosse partie historique à la fin, où j'ai appris des choses que je savais pas sur des causes, des conséquences de la Seconde Guerre mondiale que j'avais pas forcément en tête avant, et j'ai beaucoup aimé cette partie-là, qui du point de vue de Bakita nous apprend des choses. Et donc Bakita a vécu, je l'ai pas dit il me semble, mais de 1860
à 1945-47, quelque chose comme ça, donc peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc si vous aimez les biographies romancées, si vous aimez un peu tout ce qui est opéra, tragique, tragédique, alors dans ce cas-là vous allez bien aimer. Je pense que c'est un livre qui est nécessaire, c'est un livre qui est hyper intéressant à lire. Personnellement, je ne connaissais pas du tout la vie de Joséphine Bakhita et j'ai trouvé ça hyper enrichissant d'apprendre ce qu'elle avait vécu. Et je trouve que Véronique Olmy a fait un super bon travail dans le travail d'écriture parce que c'est hyper poignant, c'est hyper haletant. J'étais un peu horrifiée de revenir dans le livre parce que je savais pas trop ce qui allait arriver à Bakhita, je savais pas trop ce dont j'allais être témoin et en même temps j'avais trop envie de découvrir ce qu'elle allait devenir, comment son destin allait évoluer. Et j'avais vraiment envie qu'elle se retrouve en paix et qu'elle trouve le bonheur parce qu'elle n'a pas été épargnée ni au Soudan ni en Europe. Et on la prend tellement en peine, elle est tellement courageuse, on a tellement envie de lui souhaiter que du bien qu'on a envie de continuer à lire pour voilà, découvrir comment elle va s'en sortir. Je vous rassure, c'est un récit qui est positif à la fin, donc il n'est pas déprimant, il est simplement très très fort et très poignant. Donc je vous le conseille quand même si ça vous intéresse, c'était vraiment chouette. Ensuite, bah écoutez, je pense qu'on peut rester sur le type de récit de femmes africaines fortes puisque j'ai lu Filles, femmes autres de Bernardine Evaristo. Je me suis laissée avoir par le résumé. En ce moment il est pas mal mis en avant sur les stands de librairie, donc je pense que vous l'avez vu passer. J'ai pas vu beaucoup de chroniques dessus par contre, donc j'étais contente de pouvoir en discuter avec vous. Il me semble que Bernardine Evaristo, elle est à moitié irlandaise, à moitié nigériane et que c'est une très grande autrice que personnellement je n'avais encore jamais lue. Mais sachez qu'en 2019 elle a partagé le Man Booker Prize avec Margaret Atwood, donc excusez-moi du peu, et ça fait d'elle la première lauréate femme noire de ce prix. Et il me semble que Filles, femmes hautes, c'est son 8e roman, donc je pense que je vais me plonger dans ses autres écrits parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Et par rapport au titre, je vais vous lire ce que Bernardine Evaristo a dit elle-même sur le terme autre, parce qu'elle l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais elle dit: l'autre du titre peut être interprété de multiples façons. Il pourrait signifier que les femmes sont rendues autres dans certaines situations, du seul fait d'être des femmes, ou que certaines d'entre elles sont considérées comme autres parce qu'elles sont des femmes de couleur, des queer trans, des prolétaires ou des immigrantes. Et en fait ça résume hyper bien ce livre puisqu'en fait on va simplement découvrir le destin de 12 femmes il me semble, 12 femmes, et chaque chapitre va être consacré à une femme. Donc on va commencer avec Amma et ensuite on va parler de sa fille Yaz et ensuite on va parler de Shirley et ensuite on va parler de Carol et ensuite on va parler... Je me souviens plus de tous les prénoms, je vous cache pas, mais à chaque fois il y a un lien plus ou moins direct entre ces femmes et on va voir des femmes de 17 ans, on va voir des femmes de 93 ans et ça c'était vraiment chouette parce qu'on voit aussi sur plus d'un siècle comment la place des femmes a évolué dans la société. On va découvrir leur passé, on va découvrir leurs convictions, on va découvrir leur vie et on va naviguer à travers tous ces destins de beaucoup de femmes féministes, beaucoup de femmes fortes qui ont abandonné des choses au nom de la société ou alors qui ont abandonné des choses au nom de leurs valeurs, qui se sont battues pour défendre ce en quoi elles croyaient, qui ont construit leur vie, au contraire qui l'ont subi. Il y a vraiment de tout, c'est plein de destins différents. En fait c'est vraiment une symphonie comme un roman choral puisque toutes les histoires se répondent, riment, s'entrecroisent. Il y a des moments où on va faire les liens en fait entre leurs histoires. On parle beaucoup de féminisme mais pas d'une manière manichéenne, au contraire il y a plein de féminismes différents qui sont développés. Il y a des féministes extrêmes, il y a des féministes radicales, il y a des féministes plus douces. Il y a plein d'idéologies en fait du féminisme qui sont développées, qui sont critiquées. On voit les arguments, on voit les limites à chaque fois et c'était hyper intelligemment fait. On parle aussi beaucoup d'identité sexuelle, on parle beaucoup d'homosexualité, on parle beaucoup d'identité de genre, on parle beaucoup de ce que ça fait d'être une femme racisée, d'être une femme racisée pauvre, d'être une femme racisée homosexuelle. Et en fait je trouve que ça développe et ça démontre hyper bien que être une femme racisée, féminisme, ça peut prendre plein de tournures différentes, c'est comme un arc-en-ciel, il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de façons d'être féministe dans sa vie, il y a plein d'opportunités
loupées, il y a plein d'opportunités saisies par rapport à tout ça. On parle beaucoup des défis que les femmes racisées ont dû surmonter, on parle beaucoup des défis qu'elles surmontent toujours au niveau de leur place dans la société, au niveau de leur classe sociale, au niveau de leur légitimité. Et en plus le livre est conçu et écrit d'une manière vraiment particulière parce que elle revient très très souvent à la ligne Bernardine Evaristo. Le rythme de lecture est très très cadencé, très rapide. On enchaîne et ça tient en haleine. Je trouve que si par exemple il y avait eu le même récit avec juste des paragraphes écrits de manière classique, ça aurait enlevé énormément de poids et d'impact à l'histoire, puisque là c'est rythmé, parfois comme une chanson, un peu comme un discours où vous savez on appuie sur des mots pour les mettre en valeur, etc. Et bien elle écrit pour mettre en valeur certaines choses, elle écrit d'une manière poétique, elle écrit un peu comme une chanson. C'est très rythmé, c'est des... ouais, comme si c'était des paroles de chansons. Parfois il y a des plus longs paragraphes et des fois c'est un mot par ligne ou une toute petite phrase par ligne. Je trouve qu'on s'attarde pas assez souvent sur la manière dont un récit est construit, on s'attarde souvent sur ce qu'il dit, sur les mots qu'il utilise pour le dire, mais pas vraiment de la manière éditoriale et de la construction vraiment de ces paragraphes, de la construction de ces chapitres en eux-mêmes, vraiment au niveau forme et pas du tout fond. Et là je trouve que la forme est vraiment géniale pour desservir le fond. Voilà, et je trouve ça vraiment cool qu'il y ait une réflexion sur ça aussi. Ça fait qu'on s'attache à elle. Il y en a avec qui j'ai adoré passer ces bouts de chapitres, il y en a qui m'ont vraiment touchée dans la vie qu'elles ont vécue. Je sais pas trop si Bernardine Evaristo s'est inspirée de femmes qu'elle a connues. Je pense que oui, je pense qu'il y a énormément d'inspiration réelle dans ses constructions féminines, même si évidemment il y a du romancé, mais je pense qu'elle s'est malheureusement et heureusement parfois inspirée beaucoup de choses qu'elle a pu découvrir, de conversations qu'elle a pu avoir avec d'autres femmes. Ama, la première femme qu'on suit, est une dramaturge qui a vraiment pour volonté de créer du théâtre pour les femmes noires, qui représente bien les femmes noires. Et Bernardine Evaristo est elle-même fondatrice du Théâtre des femmes noires, je crois qu'elle a fondé en 1982, donc il est possible qu'elle se soit inspirée d'elle-même pour créer le premier personnage d'Ama, qui est le personnage fondateur en fait autour desquels ensuite on gravite pour atteindre les destins de toutes les autres femmes. En tout cas, si vous avez envie de découvrir une œuvre de cette activiste, de cette féministe, de cette femme engagée pour le droit des femmes, pour le droit des femmes racisées, et bah celui-ci, en tout cas pour moi, c'était un très bon ouvrage par lequel commencer. Donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'elle a écrit autre et je ne peux que vous conseiller de découvrir ce livre. Ça se lit très vite, ça se lit bien, c'est découpé avec une femme en chapitre, donc c'est bien aussi si vous voulez le prendre, lire un chapitre, le reposer, lire autre chose, vous pouvez y revenir facilement. Et c'était vraiment bien, j'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille 1000 fois. En plus il est vraiment super beau et il est jaune pétant dans la bibliothèque, donc ça ressort bien. Et enfin, il est temps de finir cette vidéo avec une excellente lecture. Je m'attendais à l'adorer, tout le monde l'a adoré, c'est un livre que tout le monde recommande, donc simplement tu le lis, il est génial et t'es en mode bah ouais, c'était trop bien. Et il s'agit bien sûr, bruit de tambour très mal fait, de Rebecca de Daphné du Maurier que j'ai enfin lu. Clairement je pense que comme tout le monde, après la vidéo de l'Olifant et de Pepper Palace, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir Daphné du Maurier. Et donc j'ai commencé avec Rebecca et c'était génial, vraiment c'était trop bien. Notre protagoniste principale, dont on ne connaît pas le nom, on ne sait pas comment s'appelle cette jeune fille, mais on va la suivre, c'est elle notre héroïne. Et donc l'histoire commence lorsqu'elle est à Monaco avec son employeuse, puisqu'elle est dame de compagnie d'une femme qu'elle déteste, une femme odieuse, et elle va rencontrer Maxime de Winter, qui est le propriétaire de Manderley, une demeure absolument fantastique et très réputée dans le pays. Ils vont démarrer une petite histoire, se rapprocher, il va la demander en mariage et donc elle va se retrouver à Manderley en tant que maîtresse de maison. Le problème c'est que il y a le fantôme de Rebecca un peu partout. Rebecca c'était la femme de Maxime de Winter et elle est décédée tragiquement dans un accident de bateau 1 an auparavant. Notre protagoniste, elle va arriver à Manderley et en fait le passé de Rebecca, le souvenir de Rebecca va tout le temps être là, il va y avoir des choses bizarres dans la maison, le comportement des domestiques est bizarre,
elle n'arrive pas à faire sa place, elle n'arrive pas à se détacher de cette obsession de Rebecca. C'est comme si tout le monde était obsédé par elle, c'est comme si elle était encore partout alors qu'elle est décédée. Non mais vous dites pas que vous seriez passé entre les mailles du filet, hein. Même moi à la lecture j'étais obsédée par Rebecca. Daphné du Maurier, elle sait comment s'y prendre. Il va y avoir une espèce de fascination morbide qui va s'installer, il y a des mystères qui vont surgir. Et donc on va suivre notre personnage principal et on va voir comment elle va se dépatouiller dans toute cette histoire. Mais la tension que Daphné du Maurier arrive à mettre dans ce livre est incroyable. La manière dont elle écrit, la manière dont elle décrit les décors, dont elle décrit Manderley, dont elle décrit le jardin et ses odeurs. Je trouve qu'elle utilise beaucoup tout ce qui est narration olfactive pour décrire un peu les ambiances, pour décrire la manière dont les personnages se sentent, et j'ai trouvé ça vraiment chouette puisque ça aide vraiment à visualiser les environnements, à visualiser tout ce qui se passe. Ça te plonge dans le récit, je trouve, de manière vraiment profonde. On s'y sent bien et en même temps il y a des petits moments où on est en mode ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là, c'est un peu bizarre, on a envie d'y retourner, ça nous tient en haleine. On doute un peu sur tous les personnages. Elle, parfois elle est un peu énervante, on a envie de la secouer. Enfin moi perso j'avais envie de la secouer en lui disant mais réveille-toi, t'es pas Rebecca, elle est pas là, tu peux prendre le pouvoir de cette maison, tu peux t'affirmer. Mais en même temps elle est tellement jeune et elle est dans un environnement et un univers qui est tellement malaisant que je comprends. Parce que du coup là je fais genre mais je pense que moi aussi à sa place j'aurais un peu la trouille et je ferais pas la maline. Mais voilà, on se met à douter de tout le monde, on se met à douter d'elle, on doute de Maxime, on doute des domestiques, on doute de la maison elle-même. Il y a vraiment une âme qui est donnée à la maison, presque une personnalité qui fait que c'est un personnage à part entière, cette maison, dans le récit. Elle fait partie de l'histoire, elle ancre l'histoire, et c'est pas seulement un lieu où se déroule l'action, elle fait partie de l'action. Et ça c'était vraiment génial. Vraiment Daphné du Maurier, en tout cas dans ce livre, j'ai trouvé que c'était une écrivaine géniale. Vraiment, elle a un talent fou pour décrire les atmosphères, pour mettre en place une tension, pour décrire les caractères de chacun et vraiment le côté malaisant de certains dialogues, le côté malaisant de certains moments. Elle a un talent fou pour ça. Tout le monde adore donc Rebecca et maintenant je sais pourquoi. La fin était géniale, il y a des petites choses que j'ai vu venir mais c'est pas ça qui te gâche le récit, au contraire. C'est tellement bien amené que c'est pas forcément ce qui se passe qui est important, c'est aussi comment c'est développé ensuite. Ça c'était vraiment trop cool. Le récit est assez lent et en même temps on s'ennuie jamais. Il est lent mais en fait c'est utile, c'est pour vraiment installer l'atmosphère, prendre le temps de comprendre les personnages, leurs motivations, ce qui se passe. Honnêtement c'est vraiment le genre d'histoire que vous avez lu et qui laisse une petite trace en vous, qui s'efface jamais vraiment, parce que vous avez vraiment ressenti des choses à cette lecture et à chaque fois que vous allez poser les yeux sur le livre, vous allez ressentir un peu ces mêmes émotions. C'est vraiment le genre de livre qui ne s'oublie pas parce que il est vraiment spécial tant au niveau de son histoire que de son écriture, que de son atmosphère. Je pense aussi que le travail de traduction est extrêmement bien fait parce que je l'ai pas lu en langue originale et c'est Anouk Nehoff qui l'a fait et la traduction est incroyable parce que je pense que j'essaierai de lire un livre de Daphné du Maurier en anglais juste pour voir sa plume originelle, mais le travail de traduction à mon avis est extrêmement bien fait et il est vraiment indémodable et vraiment il sert le récit. Il est vraiment fidèle je pense à ce que Daphné du Maurier a voulu exprimer, a voulu faire ressentir, les mots qu'elle a choisis à mon avis. Parce que souvent on oublie quand on lit des livres en français que c'est pas toujours la langue dans laquelle ils ont été écrits. Et quand le travail de traduction est aussi bien fait que celui-là, je pense que c'est important aussi de le dire. Donc chapeau, chapeau. Je suis trop contente de l'avoir lu enfin. Je me suis déjà commandé Ma cousine Rachel que je vais lire ensuite parce que je suis lancée. Je pense que je veux tout lire de Daphné du Maurier. Honnêtement je pense que je vais adorer tout ce qu'elle a écrit. De toute façon moi je fonctionne par cycle, dès que j'ai un crush pour un auteur j'ai envie de lire toute sa bibliographie, donc c'est parti, allons tout lire de Daphné du Maurier. Écoutez, bon travail. Je pense qu'on en a fini avec cette petite chronique fauconesque. J'espère que ça vous aura inspiré. On a donc de tout, on a du classique, du moins classique, on a des choses qu'on a déjà vues sur Booktube et d'autres un peu moins, donc j'espère que ça vous aura fait découvrir de beaux ouvrages. J'espère que j'aurai réussi
réussi à en parler correctement parce que vous savez, quand il y a des livres que vous avez vraiment aimés et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime ou que vous n'êtes pas assez éloquent pour en parler correctement, je me dis oh c'est possible que ces livres en fassent un peu partie et j'espère avoir réussi à leur rendre justice. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu au mois de mars, est-ce que vous avez eu des coups de cœur, est-ce que vous avez eu des déceptions, dites-moi un peu comment votre mois de mars se passe au niveau littéraire. Et en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.